Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Les réactions, donc, c'est une véritable avalanche de réactions avec cette poursuite de la garde à vue de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre. Je vous resalue pour ceux qui nous rejoignent maintenant simplement sur Paris Première. Idem pour vous, Patrick Maisonneuve. Alors, ce livre s'appelle Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. C'est un document chez Michel Lafon en 2016. Vous étiez au cœur du système Sarkozy. L'obsession, semble-t-il, et l'enquête de Tournaire, c'est de dire que cette campagne a été truquée par des valises. C'est ce qu'a dit Takedine à plusieurs reprises, qui ont été remises à Sarkozy ou à Claude Guéant pour financer la campagne ou la magnificence de cette campagne de 2007. Vous étiez là? Est-ce que vous avez entendu parler de ces valises? Alors, dans Chaos, j'explique cette campagne un peu surréaliste, puisque vous vous en souvenez, Nicolas Sarkozy, c'était son rêve de devenir président. On était, avec ce que vous avez appelé les uns et les autres la firme, acteurs de cette conquête du pouvoir. Et dans le même temps, ce moment le plus heureux de sa vie politique, qui est d'être élu président, a rimé avec le moment le plus douloureux de sa vie personnelle, avec Cécilia qui l'a quitté. Et donc... Ça, c'est le contexte. Oui, mais le contexte... Mais les valises. Et justement, le contexte est important. Les valises, point d'interrogation. Le contexte est important parce que vous me posez la question à moi. Or, vous savez bien, et je raconte ça dans le détail dans le livre, qu'au retour de Cécilia en 2006, j'ai été écarté du pilotage de la campagne. Et les gens n'imaginent pas à quel point, d'ailleurs, je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière, puisque quand j'étais, y compris dans la loge avec Nicolas Sarkozy, il ne m'adressait plus la parole, il ne me disait pas un mot. Et donc, pour répondre précisément à votre question, moi, je suis, ayant été mis à l'écart, dans l'incapacité d'infirmer ou de confirmer les accusations qui sont faites contre Nicolas Sarkozy. Et donc, comme vous, je regarde se dérouler ce dossier et mais est-ce qu'il y a, d'après vous, dans la première garde de l'époque, des gens qui savent ou pas, qui se sont tus ou pas? Par exemple, Guéant, on a dit qu'il avait ouvert un coffre. On n'en sait rien, mais dont on a dit qu'il avait ouvert un coffre gigantesque dans une banque à Paris. Ce qui est certain, c'est que c'est Claude Guéant qui pourrait vous répondre sur ce qu'il a fait, pas fait. Moi, j'en suis dans l'incapacité. Je raconte dans le livre une scène que j'ai voulu pour en limiter la violence pastichée. J'ai fait un pastiche d'Alexandre Dumas où Claude Guéant est le cardinal et où je suis face à lui, mais j'étais pas invité à la réunion puisque il avait convoqué toutes mes équipes de l'UMP pour faire son staff de campagne. Il était directeur de campagne. Je n'étais pas au QG de campagne, j'en ai été écarté. Et je me suis invité à cette réunion et on mesure la violence et la brutalité de cette réunion. Donc, je suis dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit. Donc, il y a eu un moment de crispation fort au cœur de cette victoire dont il est très difficile de connaître les tenants et les aboutissants, ce qui y compris ce matin. Ce qui est certain, c'est que j'ai été, comme d'autres, mais moi peut-être un peu plus que les autres, mis à l'écart du pilotage de cette campagne, alors même que pendant des années, j'ai été un des acteurs de cette conquête et la campagne a été prise en otage aussi sur la question idéologique, puisque c'est là qu'on a vu apparaître Buisson. Et ça, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet de la garde à vue de ce matin. Ah non, on va y mais qui est un sujet majeur pour comprendre cette campagne. Ce qui donnera l'occasion et l'envie de lire votre livre. Patrick Maisonneuve, Marine Le Pen n'est pas la pierre philosophale, mais tout à l'heure, elle disait, il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, elle a un raisonnement en deux parties. Elle dit d'un côté, si effectivement on trouve des traces, ça va poser des questions très graves concernant l'intervention en Libye de 2011. Mais si on ne trouve pas de traces, il y a quand même un vrai problème démocratique en France, c'est que en gros tous les procès politiques et tous les procès concernant Nicolas Sarkozy sont pilotés par les 2 ou 3 mêmes juges, à commencer par le juge Tournaire. Vous, techniquement, est-ce que vous trouvez ça normal? Alors d'abord, le juge Tournaire, il est désigné, il est co-désigné parce qu'ils sont plusieurs magistrats instructeurs. D'abord, c'est pas le procureur qui désigne les juges d'instruction, c'est au sein même du tribunal de Paris, de la présidence du tribunal de Paris, que les choses se décident. Donc des magistrats du siège qui sont normalement indépendants. Ça, je tiens à le rappeler parce qu'on a l'impression parfois que c'est le procureur, voire même un cabinet noir qui serait à la manœuvre. Donc il y a une collégialité de juges. Il n'y a pas seulement le juge Tournaire. Enfin, il est partout. Mais le juge Tournaire fait partie de ces magistrats. Il n'est pas le seul qui, au pôle financier du tribunal de Paris, traite effectivement des dossiers importants, des dossiers sensibles, mais pas seulement des dossiers qui concernent Nicolas Sarkozy.
D'ailleurs, à ce sujet, premièrement, moi je tiens à dire une chose. Nicolas Sarkozy, il est présumé innocent, parce que je crois qu'on en parle beaucoup, effectivement, ce matin. On est au stade d'une audition, d'une garde à vue. On n'est même pas au stade d'une mise en examen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est à l'issue d'un processus d'enquête depuis 2013. L'instruction est ouverte en 2013. Le mis en cause, c'est Nicolas Sarkozy depuis le début, puisque la presse en est fait largement l'écho. Qu'il soit entendu à l'issue de ce processus d'information judiciaire est quelque chose tout à fait normal, tout à fait classique. Vous savez, les dossiers financiers, dans une garde à vue prolongée. Alors, on peut l'entendre sous une autre forme. Moi, je ne sais pas ce qui a motivé. Ça n'a pas été le cas de Chirac dans les emplois fictifs. Oui, je ne sais pas ce qui a motivé effectivement les magistrats instructeurs pour décider d'un placement en garde à vue, parce qu'il y a la possibilité d'être entendu dans le cadre de l'audition libre, où on est également d'ailleurs assisté d'un avocat. J'observe simplement une chose, c'est qu'apparemment Nicolas Sarkozy a pu rentrer chez lui cette nuit, si j'en crois ce que dit la presse ce matin, ce qui est assez rare dans le cadre d'une garde à vue. La garde à vue, généralement, elle se prolonge. Si elle dépasse les 24 heures, elle va 48 heures, mais vous restant les locaux de service de police, ça me choque pas pour autant. De la mesure où moi, je pense qu'on peut être entendu dans le cadre de l'audition libre en ce qui concerne. Je vais revenir à Frédéric Lefebvre, mais j'ai une question technique à vous proposer. C'est-à-dire que là, il est retourné à Nanterre, à l'office anticorruption. Au fond, s'il sort cet après-midi et que rien n'a signalé, comment ça va se formuler d'un point de vue judiciaire? Écoutez, je crois que c'est un passage obligé, parce qu'il y a deux solutions. Imaginons s'il n'est pas mis en examen, soit à l'issue de cette garde à vue, soit plus tard, parce qu'il peut être tout à fait convoqué plus tard par les magistrats instructeurs, eh bien, c'est que les juges auront estimé qu'il n'y a pas d'indice grave ou concordant, pour reprendre l'expression du code, pouvant le mettre en cause, susceptible de le mettre en cause dans ce financement qu'on va appeler libyen. Et les choses s'arrêteront là. Mais les juges auront été... Il ne serait pas normal aujourd'hui, si vous préférez, et là, on pourrait dire que effectivement les choses ne se passent pas normalement, qu'il y ait ces éléments d'enquête, ces témoignages, documents. Je ne connais pas le dossier, donc il faut être particulièrement prudent, mais que Nicolas Sarkozy ne soit pas entendu à l'issue de cette enquête. Là, on relèverait quelque chose qui relèverait de la normale, effectivement. J'ai une dernière question, Frédéric Lefebvre, qui est au cœur du titre de votre livre. Alors, on a toujours défini, évidemment, la bataille contre Nicolas Sarkozy, qui serait une bataille, en gros, d'une partie de la presse de gauche contre un pouvoir de droite qui continuerait par-delà sa défaite et son élimination. Mais le titre de votre livre, Histoire secrète de la guerre des droites, livre une autre piste. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette affaire, comme ça a été le cas dans les rapports, par exemple, avec François Fillon, parce qu'on se souvient des propos très très durs de François Fillon lors de la campagne en disant le général de Gaulle, lui, n'a pas été mis en examen, que vous avez l'impression que tout ça, ça pourrait ne pas venir en gros, de ce que tout le monde croit, c'est-à-dire d'une presse de gauche qui ne supporte pas Sarkozy, mais de gens à l'intérieur de la droite qui ont toujours eu comme obsession de l'éliminer, lui-même ayant eu comme envie de les éliminer aussi. Alors, je raconte dans ce livre comment, depuis bien avant d'ailleurs Nicolas Sarkozy, ça a commencé à l'époque Chirac-Balladur, comment la droite se livre une guerre souterraine d'une violence absolument inouïe. Et ce qui fait que on verra bien ce que donnera cette affaire et on sera attentifs les uns et les autres. Mais vous vous souvenez de l'affaire Clearstream déjà, qui avait été une manipulation contre Nicolas Sarkozy. Évidemment, tout le monde à l'époque, quand l'affaire est sortie sur ces histoires libyennes, a imaginé, en tout cas dans les gens qui connaissent Nicolas Sarkozy, que c'était à nouveau une machination de la droite contre lui. Enfin, de ceux qui étaient ses opposants à droite. Clearstream était considéré comme une machination. Oui, mais là, je parle de celle-là. Oui, mais c'est pour ça que encore une fois, moi, je n'ai aucun élément pour dire et accuser qui que ce soit de monter une manipulation contre Nicolas Sarkozy sur cette affaire libyenne. Je dis simplement qu'il y avait eu une manipulation avec Clearstream, que du coup, on a pu imaginer que c'était le cas. Et en même temps, dans l'affaire Clearstream, vous vous souvenez que, je le raconte d'ailleurs, puisqu'on a eu des rapports assez virils avec Dominique de Villepin, et je raconte dans le détail un certain nombre de choses dans ce livre, et la justice a finalement innocenté Dominique de Villepin. Donc, je pense qu'il faut être très prudent dans toutes ces affaires, et les lectures qui en sont faites en permanence, qui sont des manipulations politiques de part et d'autre, expliquant que c'est soit un acharnement de la presse, soit un acharnement des juges, soit des cabinets noirs, soit des manipulations des uns et des autres. Je pense que d'abord que chacune des affaires peut avoir des ressorts différents et que c'est très difficile. C'est pour ça que j'essaye de donner des clés dans ce livre sur un certain nombre
de ces affaires, c'est très difficile de donner une lecture univoque. Mais ce qui est certain, il y a un chapitre qui s'appelle Manigance sur la dernière campagne. Au-delà des révélations faites au Canard qui concernaient Fillon, c'est qu'il y a une volonté destructrice de la part de Nicolas Sarkozy, de son ancien Premier ministre François Fillon, et je raconte dans le détail comment ça s'est organisé, et de la même façon ensuite la volonté d'empêcher la solution Alain Juppé, et ça c'est Nicolas Sarkozy qui était lui-même à la manœuvre. Voilà, on termine. Le livre est évidemment, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire politique, à lire. Un mot de conclusion, Patrick Maisonneuve, nous sommes au terme absolu. Les juges d'instruction qui sont en charge de ce dossier ne sont au service d'aucun clan. Que les choses soient claires. Personne n'y croit. Et écoutez, je regrette qu'on ne puisse ne pas le croire. Que ce soit Monsieur Tournaire, Madame Burézy, Monsieur Van Rudebeck, enfin, vous vous souvenez du mur des cons. Vous vous souvenez du mur des cons. Tous les Sarkozy, là, tout le monde a condamné le principe du mur des cons. Ceci étant dit, ça veut dire que c'était quand même une conviction d'une partie des magistrats. Ce ne sont pas les magistrats instructeurs en charge de ce dossier qui sont responsables de cela. Ces juges d'instruction. Et je le dis pas par complaisance, parce que je les pratique. Je dirais que ce sont des personnes qui sont quand même assez difficiles. Mais en tous les cas, je n'accepte pas que l'on puisse dire qu'il serait au service d'un clan, quel qu'il soit. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Je rappelle le titre du livre de Frédéric Lefebvre, Chaos, Histoire secrète de la guerre des droites. C'est un document qui est publié aux éditions Michel Lafon. Bonne journée à tous les deux. Nous avons rendez-vous avec notre ténor de la médecine maison, David Cayat, qui sera accompagné d'un psychanalyste et psychiatre qui s'appelle Alain Gérard, qui a publié l'excellent guide des médicaments. Car parmi tous les sujets que nous allons traiter ce matin, il y a la fameuse efficacité supposée, réelle ou en tout cas minorée des antidépresseurs.